troisième point. Je vais parler de l'Algérie et de l'OMC, je vais aborder des aspects politiques très stressants, mais je ne vais pas parler de politique. Je vais aborder des aspects politiques, j'insiste sur le mot aspect. Donc je ne vais pas parler de politique. Je vais citer des institutions, je vais parler en termes d'institutions, d'organisations et d'organismes. Donc les personnes qui dirigent ces organismes, etc., leur nom, leur CV, leur parcours historique, etc., je m'en fous. Donc ça c'est... Mais je vais parler des institutions. Si je parle de la présidence de la République, du gouvernement, je m'en fous royalement de qui est le chef de l'État, de qui est le chef du gouvernement, etc. Donc je m'en fous. Donc les noms sont secondaires. Troisième point, je vais aborder des chiffres. Les chiffres dans deux endroits différents. Dans un endroit, je vais dire quels sont les chiffres en qui j'ai confiance, quels sont les chiffres en qui je n'ai pas confiance. Ce sont des chiffres internationaux, c'est-à-dire c'est des chiffres que j'ai ramenés des États-Unis d'Amérique, d'Angleterre et de France. Le quatrième point, actuellement, en Algérie, il y a des sujets stressants, des sujets d'ambiance, qui sont dans le ventre chaud de l'actualité. Le sujet numéro 1, c'est l'élection présidentielle. Deuxième sujet, c'est la révision constitutionnelle. Troisième sujet, c'est tout ce qui tourne autour de Tamazirt, officialisation ou pas officialisation. Quatrième sujet, assez chaud, mais quand même assez chaud, c'est la qualité discursive du chef du gouvernement. Actuellement, il fait le buzz. Cinquième sujet, là je vais l'aborder, c'est la question du pétrole, de l'énergie, gaz de schiste, etc. Sixième sujet, l'inflation en Algérie. Quatrième sujet, cette question de la vente du carburant à la frontière, le trafic, ce qui se passe au niveau des frontières, et d'un point de vue international, c'est-à-dire on va essayer d'aborder ça d'un niveau très global, ce qui se passe au Mali, au Niger, etc. Bon, dans cette présentation que je vais faire, donc ce ne sera pas du terre-à-terre, ça sera un peu compliqué. Ce que je vous demanderai, je vous demande un maximum de décontraction. Maximum. Un peu de concentration. Donc à la fin, tous les mots que je vais utiliser ne sont pas politiques. Ils vous paraîtront politiques. Mais tous les mots, vous pouvez les noter, vous pouvez me poser des questions après. Certains mots, je vais les signaler par de la couleur rouge. Tenor, donc ça, j'ai terminé pour la déclaration liminaire. Je commence, donc il est 7h, il est 43, je commence ma présentation. Premier mot, je m'adresse à Toufer Chimil. Toufer, s'il te plaît. J'aurais aimé m'adresser à Kara Abdelmalek. Il n'est pas là, il est à Toronto. Donc à travers ta personne, je m'adresse à Kara Abdelmalek. Je m'adresse à une personne qui s'appelle Mondou Amar. Je m'adresse à deux femmes, Fatima et Wachia. Ce que je fais là, c'est à la mémoire de Amazgan, même si je le fais pour le compte de l'association des amis de l'Algérie plurielle, Amazgan est présent. Sans lui, ça ne sert absolument à rien. Amazgan, qui est né à Igbounizem, qui a vécu dans la Métidja, qui a vécu au Canada. Je pense à tous les autres. Je pense à Victor Haramoussi. Je pense à Raquel Correa aux États-Unis. Je pense à Aaron Schwartz, américain, qui s'est suicidé récemment. Je pense à un Nigérien dont je ne connais pas le nom, je vais citer Osinawa, quelque chose comme ça, qui a été assassiné au Niger. Donc, quand on regarde en Mazgan, je pense à toutes ces personnes dans le monde entier. Donc, ces personnes, en Mazgan, il est né à Igbounizem, il a vécu à Métidia, il est enterré au Canada. Donc, il a vécu sur la frontière du terrain. Il parlait l'arabe, le français, il parlait un petit peu l'anglais. Donc il parle ces trois langues, je parle ces trois langues, j'ai vécu dans les mêmes endroits. Donc j'appartiens à toute cette terre, j'appartiens à toutes ces langues. Donc c'est une histoire d'arabe, d'amazigh, anglais, français, chinois, espagnol, mon langue, même si je peux en parler. Donc voilà, tout faire ça c'est en bas. Pour ma présentation, elle va s'articuler sur trois points principaux. L'OMC, est-ce que c'est un cadre de coopération ou bien un instrument de domination? Deuxième point, c'est la priorité de l'Algérie, les objectifs de l'OMC. Le troisième, c'est est-ce qu'on va parler de développement avant l'adhésion ou bien de l'adhésion pour le développement en Algérie? C'est typiquement universitaire. Donc, pour
voici. Amos Diagne, oui, il a aimé l'Algérie, de son vivant, il pensait beaucoup aux autres. Il était membre fondateur de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme et du CNAPRES. Donc, elle est dédiée à l'Algérie, à toutes les personnes qui ont fait le même travail que lui. Sur le sujet qui touche l'Algérie et la mondialisation. Et la mondialisation, bon, voici des travaux que j'ai signés, un éditorial que j'ai utilisé, KCB, et un travail qui a été fait par M. Omar Bendera, économiste algérien, financier international, actuellement il est à Paris. Le dernier déplacement qu'il a effectué, c'était dans la région des Grands Lacs. Il vient de rentrer de Tunisie. De Tunisie, donc voici les sujets que j'ai traités et qui ont été traités par mes amis. Donc sur le sujet, quasiment tout, excepté ça, qui est une polémique avec le docteur Abdelrahman Moftoul. Tous les autres, ce sont des travaux universitaires que j'ai transformés en analyse journalistique. Parce qu'à l'université, il y a des règles. Dans le journalisme, je ne peux pas utiliser les mêmes informations qu'à l'université. Donc, j'ai enlevé pas mal de chiffres, j'ai enlevé pas mal de lois pour les rendre plus littérales, c'est-à-dire pour qu'elles soient compréhensibles par les lecteurs en Algérie. Donc, pour l'OMC, est-ce que c'est un cadre de coopération ou bien un instrument de domination? Le premier mot qui va générer domination. Hier, j'ai eu mon dernier cours en économie nord-américaine. J'ai eu en off, avec mon professeur, après le cours, je lui ai dit, monsieur, vous avez utilisé le mot domination. Pour moi, j'ai voulu l'utiliser dans le commentaire, mais j'ai évité parce que c'est un mot qui a un poids politique. Réponse du professeur. Je ne vais pas donner son nom parce que je n'ai pas engagé sa responsabilité. Domination, maintenant, il est admis dans le langage économique. Il est admis dans le langage économique, c'est ce qu'on appelle les dumping. Deuxième, comment est né l'OMC? Pourquoi je fais ce topo sur l'OMC? C'est pour que nous arrivions à voir un petit peu l'Algérie, où est-ce qu'elle va se mettre là, où est-ce qu'elle va se retrouver. Parce que je peux parler directement du réacteur nucléaire de l'OMC, qui est la conférence interministérielle, et l'organe de règlement du différend, et les différents droits internationaux qui lui sont appliqués. Mais ça va faire assez pétant, donc je préfère donner d'abord rapidement le topo sur l'OMC, ensuite on va voir où est-ce que va se retrouver l'Algérie. Donc en termes philosophiques, c'est la fameuse théorie d'Emmanuel Kant, philosophe, qui a décrit un gouvernement mondial. Donc en termes philosophiques, c'est ça. Son idéologie, c'est l'idéologie basée sur une économie libérale ou bien capitaliste ou bien dite classique, avec un État minimal. C'est-à-dire l'État ne doit pas intervenir beaucoup. Contre, VS versus l'économie dirigée ou planifiée. Les théories qui sont appliquées, ça c'est pour la philosophie, les théories économiques qui sont appliquées, c'est la théorie des avantages comparatifs, ou bien les gains à l'échange, qu'on appelle dans la littérature ordinaire les gains à l'échange, développée par David Ricardo, qui est un anglais. Il faut faire attention au mot anglais, versus les avantages absolus d'Adam Smith. Les deux sont anglais. Donc, David Ricardo a réglé un problème théorique de théorie posé par le raisonnement d'Adam Smith, c'est avantage comparatif et contre les avantages absolus. Les principes maintenant qui régissent l'OMC, c'est ce qu'on appelle les principes fondamentaux, c'est des principes juridiques. Hein. Le principe de la non-discrimination, c'est-à-dire la marchandise israélienne, la marchandise algérienne ou nigérienne ou américaine doivent traiter de la même manière. La deuxième, la préférence nationale. Aucune marchandise ne doit bénéficier de la préférence nationale. Quand on adhère à l'OMC, la marchandise de monsieur Intel, du pays Intel, de la compagnie Intel, passe au second plan. C'est la marchandise, elle doit circuler librement, elle doit bénéficier des mêmes facilités. Le troisième, la nation la plus favorisée. Ça, vous allez l'entendre, la NPR. Attention, c'est pas un compliment, c'est pas une fleur, c'est pas une faveur, c'est un statut. Pour bénéficier de la nation du statut de la nation la plus favorisée, c'est un État qui doit vous l'accorder. Pour que les États-Unis d'Amérique ou bien le Canada accordent le statut de la NPF, nation la plus favorisée, à l'Algérie, elle doit respecter des conditions, exécuter des conditions du Canada ou des États-Unis d'Amérique. Exemple, les États-Unis d'Amérique peuvent imposer à l'Algérie, si elle veut avoir son vote à l'OMC, de signer des relations commerciales avec l'État d'Israël. Elle s'en fout royalement de ce qui va se passer en termes politiques, sociaux et populaires en Algérie. C'est de la marchandise, ça doit circuler comme ça. Donc, pour l'OMC, les frontières ne doivent pas exister. Les frontières
terrestre ou bien aérienne. Ça, ils s'en foutent pour l'OMC. Donc la dissolution des frontières. Sur ça, j'ai eu l'occasion d'interviewer le professeur Adam Assar de l'Université de Montréal. Donc le papier, je ne l'ai pas disponible sur Internet, mais l'interview a été publiée en Algérie sur les frontières. Donc quel est l'enjeu? On a gardé les frontières géographiques où elles doivent exister pour savoir quel est l'État, un État, il gère quoi, quelle est la surface qu'il gère. Mais juste pour les papiers administratifs, les formules administratives, le dédouanement, etc. Mais pour le reste de la circulation des marchandises, les frontières sont ouvertes. Troisième, l'OMC est née en 1995 à Marrakech, au Maroc. Son siège est à Genève, elle compte 640 personnes. C'est important en rouge. 640 personnes pour gérer toute la planète, c'est peu. 640 personnes pour gérer toute l'économie mondiale, c'est peu. Ça veut dire que l'OMC s'appuie sur des sociétés privées pour gérer toutes les données, pour faire des analyses économiques, pour des analyses financières, des prospectives. Et actuellement, à l'OMC, il y a 159 pays, l'ONU compte 193, donc il ne reste que 34 pays qui ne font pas partie de l'OMC. Bon, quand on dit 34 pays, là, à ce niveau-là, je dis 34 États, parce que pays et État, c'est deux choses différentes en termes de droit. Oubliez qu'actuellement dans le monde, il y a une dizaine d'États qui ne sont pas reconnus. Exemple, le Kosovo. Il y a une dizaine de pays qui n'ont aucun statut juridique international. Le Somaliland, pas la Somalie. La Somalie est reconnue comme État. Le Somaliland, effectivement, c'est un territoire. C'est un territoire, il est reconnu, il fonctionne, il a une très bonne autonomie, il est très performant, le Somaliland, mais il n'a aucun statut juridique international. L'organe principal de l'OMC, c'est la conférence interministérielle. Hier, ce matin, bon, en fonction des déclarations, ils ont terminé la dernière conférence qui s'est tenue à Bali, en Indonésie. Elle a failli capoter. À cause de quoi? À cause de l'agriculture, à cause des adéliques ou bien les TRIPS en anglais. Les TRIPS en anglais, c'est un accord à l'arraché au forceps obtenu auprès de l'Inde. On va revenir sur la question de l'Inde. Et les décisions, elles sont prises par consensus, c'est-à-dire la décision par consensus. Est-ce que vous êtes satisfait de cette conférence? C'est tout le monde qui lève le bras pour dire non, c'est bon, consensus approuvé, rédigé. Est-ce qu'on doit partir demain quelque part? Personne ne parle, donc c'est non. C'est comme ça. Est-ce que vous êtes pour ça, pour un déplacement demain en Algérie? Nous allons choisir. Si vous répondez par oui ou bien par le Sénat, ça veut dire que c'est oui. Ça, c'est le consensus. Elle a un ORD. Un ORD, c'est un organe de règlement du différend. Il fait fonction d'un tribunal. Ces décisions sont exécutoires. C'est-à-dire, quand il prend une décision, elle est exécutée. Pourquoi on dit un organe de règlement du différend et non pas tribunal? Parce que l'Assemblée générale de l'OMC, la conférence interministérielle, ne sont pas des élus. S'ils étaient des élus, ils peuvent arrêter des lois, produire des lois qui seront exécutées au même titre que les lois des républiques. Puisque les ministres qui composent cette conférence ne sont pas des élus, donc c'est pour cette raison qu'on appelle règlement. Mais l'ORD a le même statut qu'un tribunal. Les derniers problèmes qui ont été posés. Chine PSA sur les terres rares. C'est une jurisprudence qui a fait quelque chose comme 8000 pages. Actuellement, la Chine a eu gain de cause parce qu'elle a soulevé la question du développement durable en Chine pour s'opposer aux exigences des USA. Le deuxième contrat, c'est toujours la Chine. La Chine, elle est là. La Chine et la République démocratique du Congo. La Chine a signé un contrat avec le gouvernement du Zaïre, on va dire RDC, République démocratique du Zaïre, un contrat éternel sur l'exploitation des richesses minières. Les États-Unis d'Amérique nous ont dit vous n'avez pas le droit de signer ce type de contrat. Des contrats éternels, ça n'existe pas en commerce. Donc, ils ont cassé ce contrat, mais ils ne l'ont pas cassé intégralement. Le cas qui est très ébruité, une affaire, c'est l'affaire Apple versus Samsung, sur les modèles, sur la conception, sur la design, etc. Actuellement, en Californie, Apple a gagné. Mais par contre, dans un procès à Hong Kong, c'est Samsung qui a gagné. C'est Samsung qui a gagné. Il est fort probable que cette question d'Apple versus Samsung devienne un cas de jurisprudence à l'OMC
parce que Samsung a eu l'appui de la Chine, du Japon, de la Corée du Sud, Taïwan, là je ne vais pas rajouter dans le nom pour ne pas dire de bêtises, pour transformer cette affaire en affaire d'État. Donc ça. Pourquoi je dis Samsung? Pourquoi je lui mets une étoile? Parce que la Banque Barrage en Algérie, elle a une usine. Et il est question qu'ils produisent des Samsung. Et ils ont parlé de l'Algérie. Est-ce que les produits qui seront fabriqués par Samsung en Algérie en termes de téléphone intelligent, etc., par quelle juridiction ils seront, au cas où il y a un conflit, quelle juridiction va s'en occuper? Est-ce que c'est le tribunal de Bordeaux? Est-ce que c'est le tribunal d'Alger? Ou bien un autre tribunal? Ça va venir là. L'OMC gère aussi les contrats odieux. Qu'est-ce qu'on appelle les contrats odieux? Ça, c'est pas un adjectif, c'est pas de la littérature, c'est pas de la poésie. Hein. C'est un terme de droit. On parle des dettes odieuses. Qu'est-ce que c'est qu'une dette odieuse? C'est quand un État, dirigé par une dictature, par un État failli, une dictature ou bien un régime fasciste, etc., signe, contracte des dettes à l'international. Bref, c'est le peuple qui encaisse, c'est-à-dire il se fait nourrir, ensuite il se fait taper, ou bien il se sentira mieux, peut-être, parce qu'il y a des dictatures éclairées. Donc, quand on change de régime dans ce pays, le nouveau pouvoir, ou bien la nouvelle direction politique a le droit de remettre en cause ces dettes pour ne pas les payer. Ça, c'est une jurisprudence de l'OMC. Maintenant, pourquoi on parle de contrat odieux? Ça, c'est le contrat de la Chine et de la RDC. Troisième, actuellement, il est dirigé par un Brésilien, Roberto Azevedo. Son objectif, là, il vient de rentrer de Bali, hein, mais son objectif, il a dit que aider le Brésil à devenir membre du Conseil de sécurité de l'ONU, bon, permanent. Il s'en fout de l'OMC, là. Bon, il doit faire son travail de DG. Mais l'objectif ultime, c'est aider le Brésil à devenir membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Hein. Ça, donc, entre l'ONU, le Conseil de sécurité et l'OMC, maintenant, on établit la relation politique. Avant lui, c'était Pascal Lamy. Avant lui, Pascal Lamy, les Français. Pakdi, il est de Thaïlande. Mike Moore, je lui ai mis une étoile. Il y a un lien. Quoi? C'est l'ancien Premier ministre de Nouvelle-Zélande. Donc il était ancien Premier ministre de Nouvelle-Zélande. Ensuite il est passé DG de l'OMC, directeur général de l'OMC. Qu'est-ce qu'il fait actuellement? Non. C'est une force de frappe de la société Wimpel. La société Wimpel, c'est elle qui a racheté Jay-Z en Algérie. C'est-à-dire, M. Mike Moore, quand il viendra à Alger, il viendra en position de force. C'est un roi. Wimpel, à travers le groupe Alpha Bank, de Michael Friedman, qui est ukrainien, il va envoyer des avocats, etc. Mais il va envoyer d'abord celui-là, parce que c'est un ancien Premier ministre de Nouvelle-Zélande, donc il a un carnet d'adresse bien autopé, parce que c'est un ancien DG de l'OMC, donc il connaît le point. Donc, on a, dans le balai diplomatique, les déclarations officielles, etc., on va entendre de tout et de rien à la fois. Mais en arrière-plan, c'est Mike Moore qui va s'occuper de ça. Deuxième, donc l'OMC, un produit de droit commercial international hégémonique. Hégémonique, c'est un terme de droit. Ça veut dire applicable sur toute la planète. Imposé. L'OMC ne s'occupe ni de la monnaie, ni des conditions et législations du travail. Ça, c'est l'Inde qui s'est opposée. La monnaie, Pascal Lamy a répondu sur la monnaie. Si vous voulez régler la question monétaire, parce que quand on achète et on prend de la marchandise, c'est la monnaie. Maintenant, pour la valeur de la monnaie, il faut voir avec le FMI. Ça, c'est un sujet très important. On va l'aborder après. Maintenant, ici, voici en anglais les objectifs, du moins le mode de fonctionnement de l'OMC. Et voici la même chose en français. C'est la même source. C'est la même source. Là, quand on clique en anglais, on a ça. Quand on clique en français, on a ça. Qu'est-ce qu'on dit? Deals with the global rules of trade between nations. Its main function is to ensure that trade flows as smoothly, predictably, and freely as possible. En France, ça, on parle de nation. Ici, on parle de pays. To ensure, c'est garantir, assurer. La bonne marche. Global. Le commerce entre les pays. Il n'y a plus le mot global.
Ça c'est l'anglais. Deuxième. Voilà, smoothly. Bonne marche. La bonne marche. Entre smoothly, ça veut dire smoothly en anglais, ça veut dire que ça doit couler comme dans du beurre. Fluide. Mais la bonne marche, là, s'il y a des petits obstacles, c'est pas grave. Hein. La prévisibilité et la liberté des échanges. De predictability. C'est à peu près la même chose que prévisibilité. Et free. Liberté. Attention. To be free en anglais. Et être libre en français, c'est pas la même chose. Ok. Donc là, à partir de maintenant. Predictably, ça existe en français. Prédictivité. On va voir après ça. On va revenir sur la signification des mots. Il n'y a aucun problème pour ça. Maintenant, moi, je vais m'appuyer sur les définitions anglaises. C'est-à-dire à partir de maintenant, je vais aller sur l'anglais. Hein. Donc ça, c'est pour vous montrer qu'il y a des différences d'interprétation au niveau des langues. Quand on parle de langue, pardon, je termine. Quand la langue, là, imaginons qu'on va traiter ça en arabe, imaginez que nous allons traiter ça en damazir, etc. Qu'est-ce que ça va donner? Je vais juste poser une question. Au niveau de l'OMC, la langue primaire, c'est l'anglais. Elle est d'origine. Elle est islamique, mais il y a 6 langues officielles à l'OMC. En cas de problème, on retourne au texte, c'est français. Maintenant, le processus de création de l'OMC. Là, je ne vous demande pas de retenir tout ça. Hein? Non. Les dates, les années. 47, 49, 51, 56, 56, 61, 60, 62, 64, 63, 65, 79, 86, 94. Avril 94 à Marrakech, janvier 95 c'est né. Et là, vous avez tout ce qui vient après, c'est le Doha Round. Hein. C'est le round de Doha qui traite de l'agriculture, des SPS, des STC et des TRIPS. Je vais revenir après ça. Regardez maintenant. 47, ça veut dire que là, c'est la cadence. Hein. C'est la cadence. C'est-à-dire en termes de business. Il y avait le Doha Round aussi. Non, il est là. Ah oui. Il est là. 86-94. Mais le round le plus dur, c'est celui-là. Hein. C'est ce qui vient après la création de l'OMC. Celui-là, il a été long, mais ils ont obtenu des résultats très intéressants. Comment ici? Où est-ce qu'on va voir des trous? 60-62, ça passe à 64-67. Donc il n'y a pas 63. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la crise des missiles à Cuba entre l'URSS et les USA. On vient. 67-73. Ça passe. 67-73, donc on n'a pas eu 69-70. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la guerre au Moyen-Orient. La guerre au Moyen-Orient. On passe ensuite de 67 jusqu'à 68. Vous avez 73 ici quelque part, c'était le début du choc pétrolier. Et là, maintenant, il y a eu les événements, la crise de la dette en 80. Ça c'est pour le business, pour le commerce, donc ça n'arrête pas, hein, ça n'arrête pas. Deuxième, donc le voici, deuxième. Maintenant, les instruments utilisés pour le business. Vous avez ici la Banque internationale de BIS, the Bank for International Settlement, c'est la Banque des règlements internationaux. En 1930, elle bénéficie d'une immunité divine, c'est-à-dire personne n'a le droit de rentrer dans ses locaux à Genève. L'accès se fait par une boutique commerciale. Le FMI de la Banque mondiale, c'était en 44-47, avant, actuellement l'OMC ne s'appelait pas l'OMC ou bien le GATT, s'appelait l'Organisation internationale du commerce. Donc c'est né 44, l'ONU c'était en 45, la Cour internationale de justice c'était en 46, l'OECE qu'il ne faut pas confondre avec l'OCDE. C'est l'Organisation européenne de coopération économique, elle est née en 48 pour appuyer le plan Marshall. Vous avez le NATO, the North Atlantic Treaty Organization, c'est l'organisation du traité atlantique du Nord, c'est l'OTAN, en 49. Et vous avez l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, actuellement il y a 24 pays, d'autres pays sont observateurs, qui a un CAD. C'est un comité d'aide au développement qui est très lourd, hein, très lourd. Il est né en 61, ici, donc c'est pas une conséquence, c'est pour cette raison que j'ai mis la croix. Vous avez les paradis fiscaux. Les paradis fiscaux, ils sont gérés par la Banque internationale, la Banque des règlements internationaux. Donc, tout ce qu'on entend, FMI, Banque mondiale, etc., tant qu'on n'a pas touché à ça, c'est du pipeau. Deuxième, on pense maintenant à ça. En termes de droits humains et de développement durable, qu'est-ce qu'il y a? La déclaration de Philadelphie
de 1944 dans laquelle on dit que le travail n'est pas une marchandise. La Déclaration universelle des droits de l'homme proclamée à Paris, même si elle a été traitée à San Francisco en 1948. Le Pacte international de droits civils et politiques, 66. Le Pacte international de droits économiques, sociaux et culturels, 67. Déclaration de Rio, 92. Déclaration de Vienne, 93, dans laquelle on déclare que les droits humains sont prioritaires aux échanges de marchandises. Et vous avez les objectifs millénaires du développement en 2000. La chose la plus importante, elle est là, la Déclaration universelle des droits de l'homme. En France, on l'appelle citoyen aussi, DUDHC. Parce qu'on pense que c'est un citoyen. Aux États-Unis, c'est une nomination divine. C'est-à-dire, un individu n'est pas citoyen, il est d'abord élément de Dieu. On va casser un tabou ici. Si je vous pose la question, qui a préparé la Déclaration universelle des droits de l'homme? Je pense, je ne vais pas l'affirmer, vous allez dire, c'est les États-Unis, la France, l'Angleterre, etc. Il n'en est rien. C'est le Panama, c'est la Chine, c'est le Liban, c'est l'Iran. Les rédacteurs principaux de la Déclaration universelle des droits de l'homme ne sont pas les Américains, ne sont pas les Français, ne sont pas les Anglais. C'est Madame Eleanor Roosevelt, la femme du président des États-Unis d'Amérique, qui a présidé le groupe de travail. Mais les rédacteurs principaux viennent du Panama, de Chine, du Liban, d'Iran. Il y a une autre personne qui est celle et on parle de Stéphane Hessel. Stéphane Hessel l'a dit avant de mourir, qu'il a été le secrétaire particulier de l'ambassadeur de France aux Nations Unies qui s'appelle René Cassin. René Cassin a été très lourd dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il a été très lourd. Mais c'est un ambassadeur, il n'avait pas que la rédaction des droits à faire. Il avait d'autres protocoles, d'autres chartes. Donc, pour les auteurs de la déclaration, ici, vous allez voir les années 40 à 40 et 66, etc. C'est-à-dire, on prenait tout notre temps pour régler des histoires qui sont plus névralgiques. Maintenant, les autres événements historiques. Accord de Berlin sur le partage de l'Afrique, 1884. Contre-guerre, 14-18. Crise de 1929. La dévaluation du dollar de 40%. Accord de la ligne rouge, 1928. Concerne le pétrole au Moyen-Orient et en Afrique. Accord d'Aknakari en Écosse, 1928. Turquie, Afrique, on partage. En base de ça, en bleu, vous avez le rapport Bertrand, notre avenir à tous, 87. Le rapport Stern, Review on the Economics of Climate Change. Ça, c'est une référence très importante, mais ils l'ont écrasé. Le rapport Brahimi, c'est le ministre algérien des Affaires étrangères, actuellement, quand il était à l'ONU, ambassadeur à l'ONU, c'est lui qui a dirigé le groupe d'études sur les opérations de paix. Et vous avez le GIEC, le groupe intergouvernemental sur les experts du climat, c'est en 88, il a été créé par le G7 et le G8, et vous avez le protocole de Kyoto, c'est 2005. Donc, maintenant, l'économie mondiale, rapidement. Nous avons ici tous les pays du monde, hein. Amérique, Asie, Chine, l'Union européenne, tout, je ne pouvais pas mettre tous les pays, donc les 193 de l'ONU, je ne pouvais pas les mettre, donc tous les pays du monde, hein. L'Afrique, l'Asie, tout ça. Donc vous avez les marchés. L'eau, l'industrie, la nature, les technologies, recherche, développement, éducation, transport, tout ça, ce sont les marchés. Bon, maintenant, on essaye de voir un petit peu ce que j'ai mis en rouge. Là, c'est clair. Donc, tous ces pays de la planète se chamaillent, se battent pour prendre en contrôle les marchés mondiaux. Dans le cas de l'Algérie maintenant, l'armement, à la semaine passée, l'Algérie a de 2000 jusqu'à 2013, l'Algérie a acheté pour 68 milliards de dollars d'armement, de 2000 jusqu'à 2013, chiffre de la semaine passée. Ces informations du CIPRI. CIPRI, c'est Stockholm International Peace and Research Institute. Ben, tous les marchés qui sont en blanc en Algérie, ils sont ouverts. C'est-à-dire l'eau, c'est la CA plus Suez en Algérie. L'agriculture, vous avez tous les plans, toutes les interventions.
Vous avez l'industrie. Ben, on va venir sur l'industrie, les services LPT, etc. Tout ça sont ouverts. Sauf celui-là. Vous avez celui-là, culture, sport et politique. Est-ce qu'ils sont ouverts? Oui. Vous allez me dire, bon, il n'y a pas de candidat canadien en Algérie. Oui, d'accord. Avoir tout l'argent qu'on donne aux candidats aux élections, ça veut dire c'est la course à l'argent là. Hein. C'est-à-dire on peut acheter des voix. Hein. Les voix s'achètent. Hein. Je ne parle pas de politique ou de corruption, etc. Les voix s'achètent. Vous me donnez beaucoup d'argent, je vais faire 20 campagnes électorales. Vous donnez moins d'argent à un monsieur, il va faire 7 campagnes électorales. Ça veut dire que je vais acheter plus de voix, que je vais gagner plus de voix. C'est en termes de gains, de gains des profits, hein, que ça raison. Donc l'ONU intervient sur tous ces pays. L'OMC intervient sur les deux. Qui est le plus fort maintenant, l'ONU ou l'OMC? C'est pour cette raison que vous avez cette flèche en arrière-plan. L'OMC, les accords de l'OMC, qu'on appelle les accords, pas un traité, sont déposés au niveau de l'ONU, mais ils ne sont pas au stade de ratification. Je vais passer sur le côté du droit international, mais on peut revenir dans le débat. Deuxième, maintenant, je prends les mêmes pays par rapport à la précédente. Si, là j'ai pris les pays et les marchés, maintenant je vais changer légèrement la forme. La forme à ça, vous avez les mêmes pays ici, vous avez les mêmes pays ici, vous avez les marchés. Donc ce sont les mêmes pays qui essaient de prendre le marché. Donc ces pays essaient de définir le rapport de puissance à travers les marchés. Maintenant, on passe à la deuxième partie. Priorité de l'Algérie, les objectifs de l'OMC. Les objectifs de l'OMC, c'est clair. Avoir le maximum de pays dans son organisation pour devenir encore plus lourd. C'est-à-dire pour rivaliser avec l'ONU. Les priorités de l'Algérie maintenant, c'est le développement humain, c'est-à-dire le développement économique, culturel, social. Maintenant, est-ce que les objectifs de l'OMC et les priorités de l'Algérie fit, comme on dit ici? Est-ce qu'on peut faire un lien? Est-ce qu'ils sont conciliables? On va essayer de le voir après. Ah, c'est dans la suite. Le voici. Kasselim, blocage éditorial, blocage historique, quotidien d'Oran, du 18-11-2013. Omar Bendera. L'Algérie et sa dictature sécuritaire, changement cosmétique pour une transmission contrôlée du pouvoir. Vous êtes libre de faire la lecture que vous voulez. Moi, je vais faire une lecture. Vous pouvez faire une lecture politique, sociale, culturelle, tout vous voulez. Moi, je vais faire une lecture économique. De ça. L'Algérie a moins de pétrole. Ça veut dire que nos richesses diminuent. Elle n'a pas toujours d'économie. Ça veut dire que nous n'avons pas de modèle de développement. Elle a des riches. Tous les barons de l'industrie. Mais est-ce qu'ils font dans l'entreprise? Non. C'est-à-dire, peut disparaître, un entrepreneur peut disparaître et son empire va s'écrouler. Elle a des universités, c'est vrai. Est-ce qu'on a des scientifiques? Elle peut. Donc, les trois, dans cette phrase, vous avez ce qu'on appelle les trois I en économie, c'est-à-dire les trois investissements qui n'ont pas donné les bons résultats. Maintenant, dans cette deuxième partie-là, Omar Bendera nous donne l'explication. Là, ce sont des constats. Là, c'est l'explication. L'Algérie se désindustrialise irrésistiblement. Et se structure comme un marché de développement captif. Ça veut dire de déversement captif. Captif, ce n'est pas un adjectif de littérature ou bien de poésie, hein. C'est un terme économique. Ça veut dire c'est tout le monde qui veut prendre sa part. C'est ce que ça veut dire. Des produits des multinationales, occidentales et de plus en plus turques et chinoises, etc. Ça, on le voit à travers les visites. Dominées par une variante analphabète de bourgeoisie comprador. Comprador, c'est un vendeur quand il s'agit d'une personne. Quand il s'agit d'un État, c'est un État faible ou failli. Conforté par une gestion désastreuse. Je m'en fous du mot désastreuse. La gestion qui m'intéresse. Quand on parle de gestion, ça veut dire je prends des bilans, je prends des balances, je prends des situations financières, je prends la situation de l'endettement en Algérie, je regarde les chiffres. Donc, la gestion, c'est des chiffres. Donc, nous allons utiliser des chiffres. Deuxième. Donc, maintenant, j'ai pris la même chose, les mêmes pays, et c'est l'Algérie qui est au centre. Maintenant, tous ces pays-là vont venir chercher des parts de marché.
vont partir faire de la prédation, elles vont chercher leur part de marché en Algérie. Ici. Et ici. Voici la source. Banque mondiale, d'hier. Hier. Ça, le flot. C'est-à-dire, ce sont les intempéries, les inondations. Vous voyez que c'est plus de la moitié en Algérie. Ça veut dire, ça, c'est pas pour dire qu'il y a beaucoup d'eau en Algérie, etc. Ça se paie aux assurances. C'est-à-dire, une entreprise qui viendra s'installer en Algérie doit avoir une assurance. Qui va payer cette assurance? C'est l'Algérie qui va assurer. On assure où? C'est AIG. AIG a pu faillir aux États-Unis. Qu'est-ce qui reste? La Lloyds à Londres. Donc, actuellement, la Lloyds, en passant par l'ACAR, la SA, tous les organismes d'assurance que vous voulez en Algérie, mais au fond, derrière, c'est la Lloyds, bien AGR, qui vont prendre le contrôle des assurances en Algérie. Parce que c'est des milliards de dollars. Ici, en termes d'agriculture, le niveau arabe et le niveau Algérie. Donc, au-dessus des pays arabes. Donc, vous avez l'Algérie, etc. Bon, l'Algérie est membre observateur de l'OMC depuis le mois de juin 1987. Donc, l'Algérie, elle va se retrouver autour de ça. Bon, maintenant, quand on nous parle de PIB en Algérie, je l'ai dit dans la presse, je le répète publiquement, les chiffres de l'Algérie sont faux et absolument faux. Parce que c'est l'économie informelle qui est dominante en Algérie. Quand on dit économie dominante informelle, ça veut dire qu'on n'a pas de facture, qu'on n'a pas de situation, etc. Quand on peut dire 200 milliards de dollars en Algérie, vous pouvez dire 250 milliards de dollars, vous pouvez dire 300 milliards de dollars. Cette information n'a quasiment aucune signification. Combien de fois on va utiliser des chiffres après, hein? Donc voilà. L'Algérie vue par la Banque mondiale. Algérie, 2,3 millions de kilomètres carrés, etc. 3,1% de terre arable. C'est-à-dire, nous avons 3% de terre pour nous nourrir. 0,6% de forêt. Ça veut dire que le climat se dégrade. C'est des informations de novembre 2013. Hein, ok. Du moins, consultation de la Banque mondiale. 34 millions de personnes. Growth of rate, 1,5%. Taux de croissance naturelle. Ça, c'est important, mais il est faux. Il est faux. On va venir sur l'histoire des chiffres. Over 34% of the population lives in rural areas. C'est pas ce chiffre qui m'intéresse. C'est la zone d'habitation. Où est-ce que j'habite? And is heavily concentrated in the critical natural resources rich coastal area. C'est-à-dire, ils habitent au nord. On passe. Bon, le taux de chômage est passé de 21% en 2000 à 11,3% en 2008. Bon, on va voir ça. Ça, c'est le topo de la Banque mondiale, hein, en 2008. Voici les chiffres maintenant de la FAO, Organisation mondiale de l'alimentation, the Food and Agricultural Organization, de 2013. Voilà ce qu'il donne. La population, 35 millions, et vous avez des prévisions, projections pour 2015. Vous avez ici la légende, vous avez la population totale, voici la population agricole. Très bien, donc pour retrouver tout ça, il suffit de prendre ce morceau et de le mettre ici. Nous avons à peu près les populations. Hein? Essayez de le garder. Donc, nous avons des agriculteurs, des paysans, des ingénieurs, des médecins, des chômeurs, etc. Donc, ils sont tous positifs. Hein? Les chiffres sont tous positifs. Ah. Maintenant, je vais essayer de les analyser. Et je reviens là. Ça, c'est 2010, 2011, 2012. Maintenant, je calcule des variations. De 2011 à 2010, quel est l'écart? De 2012 à 2011, c'est ce qu'on appelle les glissements annuels. Ou bien les taux de variation relatifs. 2013 sur 2012, 2014 sur 2013, 2015 sur 2014. Ça donne ça. Donc, nous avons des taux négatifs. Ça veut dire où les Algériens doivent se remettre à travailler l'agriculture, sinon ils consomment manger entre eux.
Maintenant, j'ai utilisé, voilà, un autre tableau. Mais voilà, source, OMC 2009 Trade Enterprise, 2008 OMC Genève. Mais l'auteur qui m'intéresse, c'est Mehdi Abbas. Je ne connais pas la personne, hein, donc je n'ai pas d'affinité personnelle avec cette. Mais l'accession de l'Algérie à l'OMC, donc il traite de l'OMC, mais c'est un travail de laboratoire de production, production et de l'intégration internationale au CNRS. Donc c'est pas du politique. C'est pas du politique, là, j'aurais besoin des chiffres. Regarde, les exportations, le poids de l'Algérie, hein, 0,43, 0,19. Pris dans l'absolu, 0,43, à peu près, ça fait 2 fois 0,19. Hein. 0,40 à 0,20, ça va faire à peu près 2 fois. Maintenant, ça, toutes les importations, quand je lis ça, 98%. 98% de ça, ça donne 0,42. 0,43 moins 0,42, il reste 0,01 dans les exportations. 0,01 des exportations. Voilà, 0,01 des exportations, du moins les exportations algériennes représentent 0,01 au niveau mondial. Si je fais l'exportation, c'est-à-dire le reste, 0,2, 52%, pardon, les 0,2, on les enlève d'ici, donc les 0,2 sont dans les 0,01. Le 0,01, c'est pas un problème 0,01. Mais est-ce que l'Algérie peut passer rapidement de 0,01 à 0,02? Parce que 0,01, 0,012, ça fait peut-être 15 milliards de dollars. Plutôt l'inverse. De 0,1 à 0,2, c'est une augmentation des exportations, ça veut dire qu'elle fait des rentrées de devises. Bon, voilà. 0,19, on regarde qu'est-ce qu'on importe. On importe des produits manufacturés et le gros des importations, c'est 54,8. Là, ça c'est pour vous montrer un petit peu les différences entre un travail universitaire et un travail de Banque mondiale, FMI, etc. Bon, les négociations commerciales, comment elles se présentent à l'OMC? Ça, ce sont des négociations commerciales globales. C'est-à-dire ici, ce sont des ministres que vous avez ou bien des experts. C'est-à-dire, regardez ici un peu de loin, ils sont tous en face. Hein. Regardez ici, par exemple, c'est deux bonhommes. C'est deux et c'est deux. C'est en face à face, hein. C'est les yeux dans les yeux. Qu'est-ce qu'on négocie? On ne parle pas du temps qu'il fait ou bien de la circulation automobile. On parle chiffres. On parle loi. Maintenant, l'Algérie recherche de l'accession. Le parcours de l'Algérie, mis en anglais. Ça a commencé le 3 juin 1987, demande d'accession. Et vous avez ici les dates. Juin 87, ça passe à 96. Ensuite à 2002. Et ensuite non-stop de 98 à 2013. Et voici tout ce qui a été négocié. S'il vous plaît, je vous demande 2 secondes. Quand on vous dit qu'un ministre, une délégation d'experts, etc. est parti à Genève pour négocier, ce sont des individus comme vous et moi, ou bien des femmes, etc. qui négocient. N'oubliez jamais ça. Pensez au profil des négociateurs, profil psychologique, profil de compétences et les capacités de coordination entre les experts qui négocient. Ce qu'ils s'entendent entre eux. Est-ce qu'il maîtrise la langue anglaise? Est-ce qu'il parle bien le français? Est-ce qu'il comprend les enjeux économiques? Parce que quand il est à l'OMC, on passe de l'expert qui a été désigné par l'OMC pour étudier le cas de l'Algérie, et ils ne vont pas faire. Hein. Ils vont se trouver, j'ai assisté à des présentations ici à HEC Montréal, à l'université ailleurs, à Montréal. Comment se passent des simulations de